Alors, ce qu'il y a d'important à savoir concernant le Bayern, c'est que dans les esprits, le Bayern a déjà gagné sa saison. C'est un constat assez flagrant et un petit peu fataliste sans doute, y compris de la part du Dauphin, légitime actuellement et très performant sur plein de tableaux, le RB Leipzig. On a entendu depuis la Saxe, depuis Leipzig, depuis l'Est de l'Allemagne, on a entendu que on assumait, l'entraîneur l'a dit, la direction le dit aussi à demi-mot, on assume la deuxième place. C'est-à-dire qu'on se sent fier, on se sent fort d'être deuxième en Allemagne derrière le Bayern, ce qui veut dire que quelque part, on s'incline et ça n'est pas un faux semblant, c'est une réalité. Ouais. On se veut accepter, on se veut apprécier même peut-être par certains côtés la domination bavaroise, l'exemple bavarois, et derrière on fait ses petites affaires et on essaye de s'extirper du peloton, ce que le RB Leipzig est celui qui, enfin, c'est eux qui ont fait ça le mieux pour l'instant, et puis depuis maintenant presque 2-3 saisons. Donc le constat de l'extérieur, il est réel, c'est celui-là. On assume que le Bayern soit Maß aller Dinge, comme on dit en Allemagne, la mesure de toute chose. Et ce Bayern-là continue de, effectivement, être le digne reflet de ce ressenti de la part des autres. On est performant sur tous les tableaux. En championnat, même quand c'est dur, même quand on est dans le dur, même quand il y a des absents, même quand les éléments sont contraires, un petit peu comme c'était le cas le dernier vendredi à Berlin, dans un stade sous la neige, avec un environnement assez hostile sur le plan météo. C'était vrai pour l'équipe d'en face aussi, mais c'était compliqué. Il y a eu un Hertha Berlin qui essayait de se redresser en face. Il y a eu une énorme occasion à la 88e de Mateusz Cunha pour le Hertha qui aurait pu permettre au Hertha d'égaliser. Mais malgré ça, malgré tous ces éléments, le Bayern continue d'engranger les points. Et on voit bien dans les témoignages des joueurs et de l'entraîneur à l'issue de tous ces matchs qu'il y a cette culture de la gagne absolument unique en Allemagne actuellement. C'est-à-dire que les 3 points pour le championnat, la victoire quand c'est en coupe ou dans le mondial des clubs qui arrive là cette semaine ou en Ligue des Champions, c'est vraiment ce qui fait la décision, c'est vraiment ce qui donne la mesure de tout. Les joueurs le disent, même quand ils ont fait un mauvais match. Ça me rappelle d'autres sportifs allemands par le passé, comme Steffi Graf par exemple, dont on disait des fois ça gagne mal mais ça joue. Et bien le Bayern c'est ça. Pardon, ça joue mal mais ça gagne. J'ai inversé les deux. Le Bayern c'est ça, c'est-à-dire que ça n'est pas un gros mot de dire en Bavière, et les autres s'écrasent en Allemagne vis-à-vis de ça. On n'a pas forcément été très bon. Il y a plein de choses à revoir. On doit régler toutes ces choses-là, mais on gagne et on est satisfait de ça. Et effectivement, c'est encore ce qui s'est passé avec ce 1-0 à Berlin, un petit peu dans la douleur, avec un but de Kingsley Coman, une frappe détournée, très chanceuse, qui vient lober le gardien de but Rune Jahrstein. Et ce Bayern-là, évidemment, est un peu irrésistible. Alors oui, il a eu cet accident contre le Holstein Kiel en Coupe d'Allemagne et il n'a plus à se préoccuper de cette compétition-là désormais cette saison. Mais en championnat, on voit bien que les affaires tournent et que comme les autres ont des ratés, on va en dire un mot aussi, l'avance s'accroît. Et on voit bien aussi qu'en Ligue des Champions, il y a une espèce de culture, une espèce de marge qui se construit, qui fait que, à moins de tomber contre un os, comme ça avait été le cas il y a quelques années, l'Atlético Madrid ou un Real Madrid un peu chanceux ou un peu irrésistible, à moins de tomber contre ces os-là, les choses se passent très souvent très bien et elles sont incarnées, j'en terminerai par là, à mon avis, par un homme qui est loin d'être le plus médiatique, qui n'est pas le gardien Neuer, qui n'est pas l'avant-centre Lewandowski, mais qui est Thomas Müller. Aujourd'hui, Thomas Müller, c'est celui qui vient toujours s'exprimer, qui vient toujours pointer les petites imperfections qu'il y a dans le club auprès des journalistes, auprès des médias. Et Thomas Müller est devenu tellement incontournable à présent à Munich, et peut-être, on en reparlera sans doute pour la sélection, pour l'Euro qui vient, peut-être, parce que c'est une hypothèse, qu'il s'est même retrouvé dans un spot de pub, là, j'ai vu ça cette semaine, on a retrouvé Thomas Müller à la télévision, on sait que Jürgen Klopp est très sollicité pour la pub, on sait que d'autres stars, entre guillemets, sont très sollicités, comme Joachim Löw, le sélectionneur. Thomas Müller n'est pas un personnage médiatique,
n'est pas un poids lourd médiatique. Et malgré cela, il est devenu tellement incontournable qu'on le retrouve aujourd'hui aussi dans le domaine de la publicité. Donc voilà, il y a cette entité, cette culture et ces symboles forts qui font que le Bayern, effectivement, est à part aujourd'hui, sportivement et en général, dans le paysage du foot allemand. Alors, tout remettre en cause, non, parce qu'il y a des solutions toujours, entre guillemets, annexes, même si ce mot est un peu condescendant vis-à-vis des autres joueurs. Non, mais oui, ça pèse, parce que toutes les autres solutions, on va citer des joueurs, hein, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, même Leon Goretzka, qui a pris une place importante. Tous ces joueurs-là sont bons, sont au niveau de l'institution Bayern, mais on peut faire sans, on peut se débrouiller autrement, on peut organiser le système différemment, on peut, voilà. Et puis, sans parler évidemment des remplaçants qui sont, enfin je veux dire des recrues récentes et des remplaçants qui sont le petit problème thématisé actuellement au Bayern, c'est-à-dire qu'on n'est pas satisfait du rendement de ceux qui ont été recrutés en dernier. Le Roi Sané, on n'est pas satisfait, mais on lui donne un crédit à moyen terme parce qu'il est si jeune qu'on veut voir son développement se poursuivre. Mais pour les autres, pour l'instant, ça n'est pas une réussite. Douglas Costa, par exemple. Eric Maxime Choupo-Moting en attaque. On sait que de toute façon, il ne jouera que 5 et 10 minutes par-ci, par-là, tant que Lewandowski sera apte et sera d'aplomb. Mais pour les autres, on n'est pas satisfait de ça. Mais oui, évidemment que les joueurs de la colonne vertébrale, Neuer, Kimmich, Thomas Müller et Lewandowski sont les joueurs les plus importants et ce sont ceux pour lesquels il y aurait un trou s'il manquait. Mais encore une fois, il y a plusieurs niveaux d'assurance tout risque, si je puis dire, hein, parce que vous enlevez Boateng, Süle va quand même se mettre au niveau, vous enlevez Alaba, peut-être un peu plus compliqué, mais malgré tout, vous avez quand même deux, trois solutions. Alphonso Davies côté gauche, vous ramenez Lucas Hernandez dans l'axe, et puis le Bayern aussi, on peut en dire un mot rapidement, est en train de très très sérieusement préparer les 5 prochaines années, c'est-à-dire qu'il va y avoir du recrutement dès cet été qui vient, forcément. On pense à Upamecano pour venir renforcer cette défense, on en a déjà parlé et c'est une réalité. Donc, réponse un petit peu entre deux pour cette question-là. Oui, ça pèserait lourd. On voit bien que quand Kimmich n'est pas là, c'est plus laborieux. On voit bien que quand Müller ou Lewandowski ne sont pas là, c'est moins facile devant. Mais malgré tout, un Gnabry, un Leroy Sané peuvent vous débloquer un match aussi n'importe quand. Donc il y a encore une fois, je le répète, de mon point de vue, une certaine marge. Alors oui, oui, et c'est difficile de mon point de vue parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans ces moments importants de cohésion, d'harmonie lorsque ça va bien et de moindre cohésion et de moindre harmonie lorsque ça va mal. C'est difficile de vraiment identifier encore, de mon point de vue, ce qui ne va pas à Dortmund. Quelques petits éléments comme ça, instinctifs et d'impression et d'analyse peut-être aussi, modestement. Dortmund, on parlait de vocabulaire et de lexique financier. Dortmund est un club de finance aussi, c'est-à-dire qu'on est là pour du business et quand on recrute Jadon Sancho, on s'attend à ce qu'il soit brillantissime, mais on s'attend aussi à faire une énorme plus-value. Lorsque l'on recrute Erling Haaland, le grand attaquant norvégien, le prodige du moment, on réalise un super coup parce qu'on l'a shippé à Leipzig quand même à ce moment-là. Sportivement, on veut du lourd, mais on s'attend aussi à faire une grosse plus-value lorsqu'il va repartir. C'est vrai pour Jude Bellingham, c'est vrai pour Giovanni Reina, c'est vrai, ça a été vrai pour Pulisic il y a quelques mois, et d'autres. Donc, de ce point de vue, je serais peut-être un peu dur voilà, mais Dortmund, c'est une entreprise, c'est une institution dans le sens financier, c'est-à-dire qu'on va recruter pour 20 millions et on va vendre pour 80 ou pour 100 ou pour 150. C'est peut-être une forme de priorité pour les dirigeants. Et le boss, le CIO Watzke, que l'on voit bien sûr à chaque match, qui est très présent, qui est très influent, qui est un homme extrêmement sensé, raisonnable et là aussi,
un vrai businessman. On a presque l'impression, je surinterprète là pour le coup, parce qu'il est passionné par son club bien sûr, mais on a presque l'impression quand on le voit lors des matchs où le scénario est défavorable, que il subit cet événement-là sur le plan sportif. Lucien Favre n'a pas réussi, l'entraîneur précédent, avant qu'Edin Terzic ne prenne sa place, n'a pas réussi à donner à cette troupe de jeunes la cohésion et la maturité suffisante pour assumer un match qui va dans le mauvais sens, un mauvais scénario, une série de résultats qui ne sont pas des victoires. Il n'a pas réussi à agréger autour de lui pour qu'on fasse face à n'importe quelle tempête. Et Terzic n'y arrive pas non plus. Aujourd'hui, sur le plan sportif, il y a un déséquilibre à Dortmund. Vous avez entendu tous les noms que j'ai cités là, les Reina, les Haaland, les Sancho, Ouais. même Mo Daoud aussi au milieu de terrain est encore assez jeune et on a l'impression que ces joueurs ne sont pas encore capables peut-être d'assumer la charge d'une équipe. Et je focalise régulièrement sur Reus et Hummels. J'ai l'impression que ceux-ci sont souvent très agacés. On a vu Marco Reus ce week-end sortir avant la fin et s'agacer, taper sur son banc parce que ça n'allait pas dans le bon sens. Et effectivement, ils ont perdu contre Fribourg 2-1. On n'avait pas mentionné ce résultat dans ce propos jusqu'ici, mais c'est évidemment ce qui a fait cette frustration. Et aujourd'hui, cette frustration ne se transforme pas en irrésistible envie de gagner collective. Et à Dortmund, ça n'a pas fonctionné effectivement les derniers mois avec Lucien Favre. On a décidé de changer d'entraîneur. Ça ne va pas mieux avec Edin Terzic qui évidemment doit faire ses preuves aujourd'hui. Il est dans un club qui cherche absolument à se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est un jeune entraîneur, grosse pression. Ça n'est pas comme Kofeld au Werder Brême qui peut prendre son temps, à qui on peut donner le temps parce qu'on n'attend pas du Werder Brême qu'il soit champion demain. Mais à Dortmund, on veut être dans les 4. Et aujourd'hui, c'est en danger, cet objectif-là. Et on ne sait plus trop comment réagir parce qu'encore une fois, on a une équipe un petit peu déséquilibrée sur le plan de la maturité. Ouais. Le talent est évidemment présent. Bien sûr. On sait bien que dans une équipe, le talent ne suffit pas, qu'on a besoin d'un Sebastian Kehl, l'ancien capitaine, qui, lorsqu'il était au milieu de terrain, mettait de l'ordre là-dedans. Aujourd'hui, il n'y a pas cela. Reus doit être frustré aussi parce qu'il n'est pas à son top niveau individuellement. Donc, n'étant pas à son top niveau, il n'arrive pas à porter l'équipe. Il a manqué encore un penalty récemment. Mats Hummels, derrière, assume son niveau individuel, mais n'arrive pas à faire plus. Pardon du constat un peu blafard et un peu brutal, mais individuellement, c'est OK. Il peut prétendre à la sélection, même éventuellement si le sélectionneur a envie de le rappeler. Mais collectivement, il n'y a pas grand-chose. Je disais il y a une émission ou deux que c'était bien qu'il s'exprime dans les médias, que sa parole portait, etc. On a vu que ce n'était pas suffisant pour l'instant. Ouais. Et lorsque le scénario est défavorable, alors qu'on est plus fort que Fribourg dans le dernier match, on s'incline. Et ça finit par faire beaucoup. Et il y a des équipes qui ont plus conscience qu'elles peuvent réussir un coup cette saison et qui sont devant au classement. C'est vrai pour Leipzig, c'est vrai pour Wolfsburg, c'est vrai pour Leverkusen, c'est vrai pour Francfort. Ça commence à faire beaucoup et je ne vois pas trop comment Dortmund va pouvoir venir finalement déranger ce quatuor. C'est embêtant parce que bien sûr, l'objectif financier et sportif de Dortmund, c'est d'être dans les 4 et d'être qualifié en Ligue des Champions tous les ans. Des points communs évidents entre Wolfsburg et Francfort, certains qui sont plus anecdotiques peut-être que d'autres, quoique deux entraîneurs autrichiens, Oliver Glasner et Adi Hütter, qui ont une vraie légitimité à présent, on leur a donné du temps, et ils ont une vraie légitimité dans cette Bundesliga allemande. Deux clubs qui aussi, cette saison étant très particulière, très écrasée dans le calendrier avec la pandémie, qui n'ont pas à se préoccuper de contingences européennes et qui n'ont pas à utiliser et à dépenser leurs forces dans les Coupes d'Europe, Ligue Europa ou
ou Champions League, ça fait déjà deux points communs importants de mon point de vue, culturellement et conjoncturellement. Euh, et puis alors, il y a une force qui se dégage de ces deux clubs-là. Francfort a joué contre Hoffenheim avant que nous enregistrions cette session. Et je me disais, bon, Hoffenheim est en train de se redresser avec ce jeune entraîneur prodigieux, Sébastien Hoeneß, on peut parier sur un nul. Eh bien, Francfort est allé nettement s'imposer à Hoffenheim. Et quand on a regardé le banc défiler à la télévision en deuxième période, parce que le diffuseur en Allemagne fait défiler les remplaçants qui sont sur le banc et qui attendent une éventuelle entrée, je me suis dit, ouf, Francfort, ça dégage une puissance. Vous avez Timothy Chandler, l'Américain, qui est sur le banc. Vous aviez Luka Jovic qui était sur le banc. Il y a plein de super joueurs. Zuber aussi qui était sur le banc. Plein de joueurs avec lesquels vous pouvez constituer une équipe qui pourrait très, très tranquillement se faire une belle campagne de Ligue Europa, par exemple. Et là, vous vous dites, OK, donc l'entraîneur a quand même le luxe d'aligner un 11 qui est challengé par des remplaçants qui peuvent entrer à tout moment. Et ça, c'est fort. Et effectivement, on a la même chose avec Wolfsburg. Il y a une puissance qui se dégage de cette équipe, une espèce de confiance en soi, très clairement. Alors, je ne sais pas si le mot renferme grand-chose et si c'est un concept un peu creux peut-être, mais on voit bien qu'on ne se préoccupe pas de l'environnement. Il n'y a pas de spectateurs dans le stade. Tant pis. Alors que pourtant, à Francfort, c'est un peu moins vrai à Wolfsburg, mais il y a une ambiance de feu quand il y a des supporters dans le stade. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. On sent une espèce de flamme, on sent une espèce de vigueur collective. Les joueurs sont bons, très bons. Il n'y a pas réellement de stars. Bon, Jovic revient d'Espagne en ce qui concerne Francfort, mais un Weghorst, un Renato Steffen à Wolfsburg, un John Anthony Brooks en défense, ce ne sont pas des super vedettes. Koen Castells, le gardien, non plus. Kevin Trapp, oui, est très connu parce qu'il est passé au Paris Saint-Germain, parce qu'il est aussi, il a fait quelques piges en équipe nationale, mais ce ne sont pas des super vedettes. Et tous ces gens-là se mettent au service de cette espèce de bulle. Et on a l'impression que les deux sont indestructibles aujourd'hui. Franchement, la victoire de Wolfsburg à Augsbourg 2-0, il n'y a pas grande discussion, alors qu'Augsbourg est une équipe aussi robuste, solide, qui avait débuté sa saison très bien, dans laquelle il y avait aussi de la confiance, et pourtant sur le coup, pas de discussion. Ça joue bien en plus, parce qu'avec la confiance accumulée, on finit par se dire on va pouvoir réussir des choses. On se libère un petit peu sur le plan du jeu, et alors qu'on pouvait être très critique, notamment pour Wolfsburg encore en début de saison, en se disant ouais, ok, c'est des victoires étriquées, ils profitent des erreurs des adversaires, ils sont très bien préparés physiquement, ça suffit pour gagner des matchs. Aujourd'hui, on est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours ça, qualité physique irréprochable, des joueurs impliqués, mais au-delà de ça, on ne va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais il y a de belles propositions de la part des entraîneurs, un jeu qui se développe bien, qui est agréable à regarder. C'est vrai pour Francfort et Wolfsburg. Et du coup, derrière le Bayern bien sûr, derrière Leipzig aussi qui reste peut-être un cran au-dessus sur le plan individuel et collectif, ces deux-là sont complètement légitimes. Je les attendais, moi, à venir chatouiller les places de Ligue Europa. Aujourd'hui, ils chatouillent les places de Ligue des Champions. Et effectivement, tu as raison. On peut estimer que l'un des deux, s'il n'y a pas de baisse de régime flagrante, s'il n'y a pas une pluie d'absence, peut se retrouver 3 ou 4e sans problème en fin de saison aussi, bien sûr, parce que derrière, avec Dortmund, avec Gladbach, il va falloir compter avec la Ligue des Champions et perdre aussi de l'énergie dans d'autres matchs. À Mönchengladbach, c'est la frustration actuellement. C'est la frustration. Il y a effectivement le dossier Marco Rose, l'entraîneur courtisé, l'un des 3 entraîneurs les plus en vue actuellement en Allemagne. On met Christian Streich de côté avec Fribourg parce que c'est son petit jardin, et Christian Streich est très fort parce qu'il est à Fribourg. Il serait sans doute pas dans la même réussite avec des grosses écuries. Donc Christian Streich est à mettre à part, même si pour moi c'est peut-être le meilleur. Mais Hansi Flick, Julian Nagelsmann et Marco Rose sont les 3 entraîneurs en vue actuellement en Allemagne. Et il y a un problème Marco Rose. Un problème d'actualité d'abord. Les supporters de Gladbach qui sont influents, qui sont puissants, c'est un club, vous vous souvenez, qui était brillantissime dans les années 70, sont pas contents du tout
que l'entraîneur Marco Rose, à l'occasion du derby du Rhin, perdu il y a quelques jours contre Cologne, fasse tourner très largement son effectif. Parce qu'on ne perd pas le derby du Rhin contre Cologne quand on est Gladbach. Et ils ont perdu et ils estiment que c'est en raison de cette rotation puissante. Sauf que Marco Rose, qui assume ses choix et qui évidemment est ambitieux, a répliqué en disant « j'aurais pu faire tourner encore plus ». Donc il y a une espèce de… c'est pas une guéguerre, mais il y a en l'occurrence là, il y a eu un jeu de ping-pong entre deux parties importantes d'un club comme Gladbach, c'est-à-dire l'entraîneur et les supporters. Ça, c'est complètement conjoncturel et c'est l'actualité, mais ça veut dire qu'il y a une petite tension et il y a quelque chose qui ne va pas se résoudre tout de suite, c'est l'avenir de Marco Rose. Pourquoi ? Très simplement, il a une clause de sortie. Marco Rose, une clause de départ dans son contrat qui fait qu'il peut être libéré moyennant le financement de 5 millions d'euros à partir du 31 mai qui vient. Et du coup, étant donné que le Borussia Dortmund lorgne très très sérieusement, et pas depuis hier, mais depuis avant-hier, c'est-à-dire un petit moment sur cet entraîneur Marco Rose, on peut supposer, non pas que ça trouble son esprit et qu'il n'ait pas l'esprit à 100% à Mönchengladbach, je n'ose y croire, mais on peut supposer que ça crée une petite zone de turbulence dans le club, peut-être dans la direction, pour savoir s'il faut commencer à chercher un successeur, peut-être auprès des supporters aussi, qui peuvent peut-être perdre un petit peu la confiance. Et Marco Rose est très attendu à Dortmund et il ne serait pas surprenant qu'il saute le pas et qu'il aille au Borussia Dortmund bientôt. Alors, ce qui est amusant, c'est que la coupe, le tirage au sort de la coupe, les quarts de finale qui arrivent, nous ont donné un match Borussia, Dortmund, Mönchengladbach. Donc, ça va être amusant de voir aussi ce que ça va pouvoir donner entre ces deux-là. Donc, il y a un problème Rose, non pas sur ses compétences, mais sur la conjoncture, sur son avenir, sur sa gestion de Dortmund, alors que peut-être… de Mönchengladbach où il est actuellement, alors que peut-être il s'apprête à sauter le pas ailleurs. À Dortmund, on ne compte pas sur Edin Terzic au-delà de cette saison et donc on veut un nouvel entraîneur. Un mot aussi donc sur Gladbach lui-même sur le plan sportif, un peu décevant là effectivement. On a eu l'impression, après les épisodes malheureux, premièrement du crachat de Marcus Thuram, où il a été suspendu et où il a été pénalisé financièrement. Et de Breel Embolo avec sa petite sortie en boîte et sa petite fête malvenue un samedi soir il y a quelques semaines. On avait l'impression que c'était digéré et que Gladbach allait facilement absorber cela. Pas si sûr en fait, et peut-être qu'il y a quelques remous, peut-être qu'il y a eu aussi quelques incompréhensions à l'intérieur du vestiaire ou de l'effectif. Je fais confiance à Mönchengladbach quand même pour bien figurer en Ligue des Champions qui vient, parce qu'ils ont un match important et gros à venir en Ligue des Champions et en championnat aussi. Ne les écartons surtout pas. Marco Rose a de la ressource, il a de grandes capacités humaines et techniques, et Mönchengladbach va continuer de lutter pour les places européennes, ne les écartons surtout pas. Il y a eu cette défaite malvenue, effectivement, à domicile en plus, dans le derby contre Cologne, mais on va continuer de compter avec eux et cette période de moins bien, avec ces petites explications qu'on a pu donner concernant l'entraîneur et les joueurs, il ne faut pas considérer absolument que ça va durer jusqu'à la fin de la saison. Question complètement légitime, effectivement. Et si vous enlevez Neuhaus, qui pourrait partir au Bayern, par exemple, milieu de terrain merveilleux entre l'attaque et le milieu. Bon, il y a Lars Stindl aussi, mais lui a passé la trentaine. Si vous enlevez, alors je ne sais pas, au hasard, hein, un Pléa et ou un Embolo et ou un Thuram, ça fait un trou en attaque. Mais moi, je ne m'inquiéterai pas trop parce qu'il y a deux éléments de structure très solides quand même à Mönchengladbach qui sont d'abord le directeur sportif, Max Eberl, très performant dans la gestion du groupe, dans le recrutement. Max Eberl est un homme de ressources qui avait été courtisé par le Bayern.
Il n'a jamais réellement admis cela, mais le Bayern est venu le chercher et voulait de lui comme directeur sportif il y a quelque temps. Et c'est un homme de grande qualité pour constituer un groupe. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs dans d'autres clubs. Alors, reprenez un peu nos vidéos aussi récentes, ne serait-ce que celle-ci. Donc Max Eberl, très important pour maintenir une cohérence saison après saison à Mönchengladbach, et puis aussi des fidèles. C'est vrai que si on enlève quelques éléments talentueux, ça va faire un trou, mais vous gardez quand même encore un Jan Sommer dans les buts, un Matthias Ginter en défense, des joueurs comme Elvedi, comme Zakaria, comme voilà, ces joueurs qui sont vraiment fondateurs, qui cimentent le groupe sur le terrain. Et oui, il peut y avoir un petit reflux, mais je ne m'inquiète pas trop à court terme pour Mönchengladbach parce que le projet, la surface actuelle du club est tout à fait cohérente et ça monte doucement en puissance. On est en Ligue des Champions actuellement. Je pense qu'on accepterait très aisément de revenir, par exemple, en Ligue Europa si c'était nécessaire et si les résultats sportifs le nécessitaient. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir quand même bien vendre. S'il y a le départ d'un Thuram, s'il y a le départ d'un Neuhaus et quelques autres, pour pouvoir rebondir. Mais on peut faire confiance, encore une fois, j'insiste, à cet homme, Max Eberl, qui est très performant pour diriger sportivement ce club-là.